Voilà, bonjour à tous. Voilà, c'est parti pour ce ZCL du 22 juin 2017. Le 22 juin, c'est une date symbolique pour les gens qui habitent d'hier. Et pour ce Boeing qui s'était écrasé, on s'en souvient, c'était en 1962, 63, si je me rappelle, avec près de 142 victimes, dont Justin Cataillé et Albert Béville. Il y a un bouquin d'ailleurs sur Albert Béville que je vous conseille. Sinon, eh bien aujourd'hui, on va parler de Guadeloupe Formation. Mais oui, c'est arrivé, le patron est là avec son assistante de communication. Bonjour Monsieur Dumurier. Bonjour Monsieur Maronis. Bonjour Madame Cancel. On aura l'occasion tout à l'heure de parler un petit peu de ces formations. Francette Rosamond tout à l'heure, c'est la chronique Amazon Caraïbes. Et puis un peu plus tard, nous allons recevoir le parrain, l'artiste et la marraine du festival de graffiti art, Gifta Chagas. Et puis, comme chaque semaine, à la fin, on aura un écrivain qui viendra présenter son ouvrage, Michel Marc Abol, La cage aux papillons, un livre à lire. C'est aux éditions Nest. Voilà ce qui fait l'actualité de nos invités sur l'actualité. Sous l'info, de petits mots, Mendy, bonjour. Bonjour Danick. Oui, donc aujourd'hui, on parlera des dernières épreuves du bac. On va un peu voir les étudiants. On va voir leurs réactions. Ça, ils attendent les résultats. Donc, ils peuvent enfin souffler. Ça y est, vous avez passé votre bac quand même. Oui, ça y est, ça. Oui, quand même. Ça faire 10 ans. Ouais. Bon. D'accord, ça se voit pas. Hein. On parlera également d'une délégation caribéenne de la Poste qui est donc ici pour faire une visite. Et puis, on parlera donc de la ville de Gourbert qui a entamé pas mal d'actions pour embellir son littoral. Et que vous célébrez aussi le 18e anniversaire de la mort de Gilles Fleureau. Gilles Fleureau, qu'on aimait bien. Voilà. On retrouve Mendy tout à l'heure dans l'actu, mais pour l'instant, on va faire le point avec nos invités. Alors, Guadeloupe Formation, on en parle beaucoup. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte de formation? Patrick Dumurier, bonjour. Rebonjour, Danick. Je suis presque vexé que vous me dites que Guadeloupe Formation n'est pas connu, que c'est un objet volant non identifié. Pas du tout. Non, plus sérieusement, Guadeloupe Formation manque certainement de notoriété, mais elle existe depuis maintenant en 2014. Guadeloupe Formation est née de la volonté de l'exécutif régional précédent de créer un établissement qui succédait à l'AFPA. Vous vous rappelez que l'AFPA Guadeloupe avait été liquidée en 2008 et dès 2008, l'exécutif de l'époque a souhaité construire un établissement qui reprendrait et élargirait l'ensemble des missions en matière de formation de l'AFPA. Entre-temps, le CRFP, le Centre régional de formation professionnelle, a été créé pour assurer la transition et j'ai envie de dire que Guadeloupe Formation a véritablement décollé en toute modestie avec l'embauche de son premier salarié, c'est-à-dire votre serviteur. Oui, j'étais le premier salarié de Guadeloupe Formation, donc le 1er mars 2014. Oui. Et puis après, on s'est constitué par croissance interne, puisque nous avons regroupé le CRFP, regroupé le CARIFOREF, qui consiste en un observatoire des métiers qui était à Basse-Terre. On a créé ce qu'on appelle Cigarelle, le centre de langue. Oui. Et aujourd'hui, Guadeloupe Formation existe bien sur les rails et compte près de 117 personnes. Un programme de formation qui est mis en œuvre depuis maintenant 2 ans avec beaucoup de succès. On en reparlera, je suppose, tout à l'heure. Oui. Et vit bien, commence de plus en plus à communiquer. On a souhaité d'abord, avant de communiquer tout azimut, de bâtir l'architecture fondamentale de Guadeloupe Formation, d'écrire un petit peu nos premiers chapitres. Et maintenant, nous sommes prêts à présenter à la population un petit peu ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que vous offrez à quelqu'un qui vous écoute? Vous savez, il y a des gens qui vous écoutent ici en Guadeloupe, en Martinique, même en France d'ailleurs. Vous offrez quoi à Guadeloupe Formation? Alors, Guadeloupe Formation, le nom est un peu éponyme. Oui. Bien évidemment, nous offrons d'abord de la formation. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines, oui. Mais nous devons répondre d'abord à 3 objectifs. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Guadeloupe Formation n'est rien d'autre que le bras armé, que l'émanation du Conseil régional. Guadeloupe Formation est d'abord là pour mettre en place la politique du Conseil régional. Donc nous avons à répondre à 3 objectifs fondamentaux. Premièrement, fournir des formations à tous. C'est un petit peu l'ambition de la nouvelle majorité, permettre un large éventail de formations qui permettent à la fois aux candidats, quel que soit leur niveau, d'augmenter leur niveau de qualification. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la couverture territoriale, ce qu'on appelle un petit peu la formation à domicile. Il nous a été demandé donc de diversifier nos zones
nos zones donc de lieux d'apprentissage. Nous sommes aujourd'hui à Petit-Bourg, c'est le lieu central. Nous serons demain à Vieux-Habitants, au Moule. Nous serons à Basse-Terre, nous serons au Lamentin. Bref, on essaie d'approcher, de faire se rapprocher les lieux de formation des populations. On connaît les difficultés de transport de grand nombre de demandeurs de formation. Donc on essaie d'ajuster notre offre de formation au territoire. Et puis le troisième élément, c'est tout type de formation dans tous les domaines, mais essentiellement dans les domaines porteurs. Il ne s'agit pas de faire des formations, ce qu'on appelait des stages parking, des formations pour former. Il s'agit de former pour que les personnes acquièrent des compétences qui leur permettront d'être, même si le mot est un peu barbare, plus employables demain et avoir plus de chances d'avoir un emploi. Parce qu'il y a une vérité qui est intangible. Mieux vous êtes formé, moins longtemps vous restez au chômage. Donc c'est ça un petit peu le job de Guadeloupe Formation. Je suis bien content de vous entendre dire ça parce que vous avez travaillé à Pôle emploi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une adéquation entre les formations et les demandes? Tout à fait, et heureusement, j'ai envie de dire. Les formations, le programme de formation de Guadeloupe Formation se construit en 3 temps. D'abord, une concertation avec l'ensemble des partenaires. Vous avez cité Pôle emploi, c'est de nos partenaires majeurs, puisque eux aussi font de la formation. Une concertation avec les utilisateurs finaux, les entreprises. Donc on travaille aussi avec les branches professionnelles pour essayer d'anticiper les besoins en main-d'œuvre des années à venir. On cite souvent les exemples de la construction du CHU ou d'autres édifices sur de la rénovation urbaine. Donc on essaie de développer les métiers, de la construction. Et puis troisième élément, nous avons des études nous-mêmes que nous faisons au sein du CARIFOREF qui nous permettent de cibler certains métiers. Dans la programmation 2017 que ma collègue vous présentera tout à l'heure, on a beaucoup ciblé les métiers de l'économie verte, l'économie bleue, et c'est un peu à la mode, mais c'est parce qu'on considère que dans ces deux secteurs-là, économie verte, économie bleue, il y a aujourd'hui des vraies opportunités d'emploi pour les uns et pour les autres. Alors, Fiona Cancel, rebonjour. Vous êtes donc assistante de communication, mais vous devez aussi, vous êtes là aussi pour décliner un petit peu ces formations, parce que les gens, on a entendu globalement ce qu'est Guadeloupe Formation, et maintenant il faut entrer dans le dur. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui nous écoutent? Donc tout à fait. Donc Guadeloupe Formation propose des formations dans différents secteurs, comme M. Dumier l'a dit, dans des secteurs par exemple du tertiaire, de l'administration du service, où là à ce moment-là on propose des formations comme par exemple assistante de direction, réaliser une prestation d'entretien, initiation à la conception multimédia. C'est vraiment des formations qui sont diverses et variées. Sur le secteur du tertiaire. On a aussi des formations dans le bâtiment, les travaux publics. Ici, on retrouvera des formations, par exemple, de caristes, d'intervenants qualité, sécurité, environnement, d'ouvriers de production horticole, de plaquistes, d'électriciens. Donc là aussi, c'est vraiment très varié. On entre vraiment dans tous les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Alors, quelqu'un qui n'a jamais bénéficié, entre guillemets, des prestations, des formations de Guadeloupe Formation, quel est le parcours qu'il doit subir pour arriver jusqu'à vous? On frappe à la porte et puis ça va, on envoie un mail. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, Fiona va développer, mais on peut contacter Guadeloupe Formation de différentes façons. D'abord, physiquement, de nos différentes antennes. J'ai oublié de citer tout à l'heure Marie-Galante. Nous avons une antenne extrêmement performante à Marie-Galante. Donc vous vous rendez dans les antennes de Guadeloupe Formation. Vous pouvez passer par le canal Pôle emploi qui lui aussi dispose de notre dossier, de nos programmes. Vous pouvez aussi passer à la région, à la maison mère, à la collectivité régionale où notre catalogue est disponible. Mais de toute façon, vous serez obligé de venir tôt ou tard passer un entretien, soit avec un psychologue, soit avec les formateurs responsables des formations qu'on met en œuvre. Il y a obligatoirement un moment physique où vous devrez être en discussion avec les futurs formateurs ou responsables de la formation. J'ai oublié, mais Fiona qui est plus jeune que moi le fera plus facilement, j'ai oublié tous les moyens modernes, Facebook, mais je te laisse. J'allais justement y venir sur le numérique, parce que bon, vous savez que un jeune qui sort du lycée avec un bac ou un BTS se dit, bon, du point de vue numérique, est-ce qu'il n'y a pas encore saturation? Est-ce qu'il y a encore des formations qui sont
disponibles, mais formations qui conduisent à des emplois. Parce que souvent, dans le passé, on avait des formations, mais qui ne débouchaient pas sur les emplois directs. Par exemple, je me souviens, il y avait une formation en conducteur de locomotive, des choses comme ça, au lycée de Cap-Esther, si, ça existait, mais conducteur de locomotive, je crois que Beauport s'est fermé depuis bien longtemps, Darboussy aussi. Donc voilà, est-ce que, pour revenir à la question centrale, sur le numérique, qu'est-ce qu'il y a à offrir? Eh bien justement, Guadeloupe Formation a été labellisée Grande École du Numérique grâce à 2 formations qui sont technicien réseau et télécommunications d'entreprise ainsi que Cléa Numérique qui répond à un besoin en termes de socle de compétences pluriprofessionnelles, disons. Oui. Si vous permettez, Danick, j'aimerais revenir sur cette labellisation Grande École du Numérique. La Grande École du Numérique, c'est le grand projet lancé par M. Hollande en 2015, qui était donc de favoriser l'apprentissage des formations dans le domaine du numérique. Et oui, c'est vrai, Guadeloupe Formation est aujourd'hui le premier organisme de Guadeloupe à bénéficier de ce label sur 2 formations, comme le précisait Fiona Cancel, en Guadeloupe, donc une formation sur les réseaux et puis une formation qui s'adresse plutôt à des niveaux de qualification un peu plus inférieurs. On va utiliser des méthodes numériques pour permettre aux gens de bénéficier des compétences de base, des compétences clés. Alors, est-ce que les formations à Guadeloupe, sont diplômantes ou simplement pas diplômantes? Et deuxièmement, est-ce que ce sont des formations lourdes? Quel est le délai moyen d'une formation chez vous? J'ai envie de dire, il y a de tout, mon capitaine. Donc il y a bien évidemment donc des formations, des titres professionnels, donc du diplômant. Et il y a bien sûr aussi de l'attestation. Et donc c'est simplement du qualifiant. L'idée, c'est bien de faire vous savez, le mot est un peu galvaudé, mais c'est la formation tout au long de la vie. Certains ont besoin de diplôme, certains ont simplement besoin d'un petit coup de pouce qui les rendra plus employables, qui les rendra un petit peu plus adaptables et qui correspondra peut-être juste aux besoins de l'employeur à ce moment-là. Donc, dans notre catalogue, vous trouverez du qualifiant, vous trouverez du diplômant. Et nous avons aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, nous avons aussi un département formation continue qui s'adresse aux salariés. Alors, ce catalogue n'est pas encore sorti, mais je peux vous dire qu'il est extrêmement riche. Là, c'est pour les gens comme vous, Danick, si vous voulez apprendre à interviewer, je ne sais pas moi, j'ai besoin d'apprendre à interviewer. Voilà, si vous avez besoin d'apprendre à interviewer, on peut vous faire un programme cousu main de 3 semaines. Et là, vous avez des formateurs triés sur les volets qui viendront, mais ils ne vous manquent pas grand-chose. Hein. Ils ne vont pas grand-chose, qui vous apporteront le petit plus qui fera de vous, le petit plus qui fera de vous le meilleur intervieweur de Guadeloupe. D'accord, ben, je ne manquerai pas de faire signe. Alors, sur la période actuelle, nous sommes au mois de juin. Est-ce qu'il y a une deadline pour les inscriptions ou alors est-ce que ça fonctionne pendant toute la période estivale? Alors, 2 choses. C'est vrai que ce programme 2017, il peut sembler apparaître un petit peu en retard. Donc, on est lié, bien sûr, aux financements régionaux. Nos budgets ont été adoptés au mois de mai. Donc, on a 2 grandes vagues de formation. On a une vague qui est dite prioritaire, qui a été financée par le national, pour laquelle les inscriptions doivent impérativement se faire avant le 30 juin 2017. C'est-à-dire que les entrées, les 540 places qui sont ouvertes doivent effectivement être pourvues avant le 30 juin. Il en reste puisque le programme a été diffusé depuis la semaine dernière. J'ai vu les premières statistiques. Dans certaines formations, pour l'instant, il y a 3-4 places qui sont pourvues, mais l'essentiel de la communication se fait à travers des organes comme vous, et je vous en remercie vraiment de nous donner la parole. J'ai envie de dire aux gens, vous allez sur le site internet de Guadeloupe Formation, vous allez sur le site de la région, vous rapprochez de nos différentes institutions. Et très clairement, ces 540 places doivent être pourvues avant le 30 juin. Et nous avons donc un deuxième programme qui est là par contre un peu plus lâche, qui va s'étaler donc de juillet à décembre de l'année prochaine. Pas de vacances pour les formateurs. Pas de vacances pour la formation, parce qu'il n'y a pas de vacances pour les chômeurs. Ça va être dur, mais c'est aussi le quotidien de ceux qui n'ont pas d'emploi. Hein. Donc nous on est là, nous sommes des militants de l'emploi de la formation, et donc
donc on est sur les créneaux, j'ai envie de dire, comme disent les jeunes, H24. Alors je vais vous donner une petite anecdote, je vais le permettre, il est seulement 12h44, c'est un chômeur, une chômeuse qui venait qui est un demandeur d'emploi qui vient me voir dans l'entreprise, me dit oui, je suis ce que vous cherchez, etc. Elle avait le profil qu'il fallait chercher une assistante. Puis elle me dit oui, à seule condition, c'est qu'on commence en septembre parce que là, on est au mois de juin, je prends mes vacances. Et authentique. J'ai pas pu la regretter. Elle m'a dit, elle a fait mariage à Paris. En juillet, pas question. En tout cas, elle était en juillet. Donc, très clairement, c'est une anecdote qu'on peut partager. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je te dis très honnêtement, il y a une déperdition de stagiaires au mois de. Alors, le Tour de la Guadeloupe, mon Dieu, le Tour de la Guadeloupe. Voilà. Comme par hasard, il y a une espèce de corrélation entre les absences et le Tour de la Guadeloupe. Voilà. Alors, est-ce que la Guadeloupe formation en tient compte? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui moduler un petit peu les formations dans la période de vacancière? On module, on essaie de moduler, mais bon, il faut tenir compte des impératifs pédagogiques. Il y a un cursus qui existe, et c'est vrai que bon, il y a des séquences d'apprentissage, on ne peut pas tout découper, faire sur mesure pour les turfistes, pour ceux qui aiment le tour cycliste. Les barreurs de course quand même. Donc il faut quand même raison garder, puis quand même être en formation, c'est déjà l'apprentissage du métier. Hein. Oui, et sûr. Quand on a un emploi, on ne peut pas débarrer la course du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez des stagiaires qui vont en entreprise? Est-ce que ce sont des emplois en alternance ou simplement des formations? C'est ce qu'on appelle des PAE, des périodes d'emploi en entreprise. Ça fait partie, c'est ça aussi. Alors certains disent qu'on ne parle pas de pédagogie pour les adultes, on utilise le terme savant d'andragogie. Oui. Donc que l'andragogie justement doit s'appuyer sur des périodes théoriques, donc en centre, et des périodes en entreprise. C'est ce qu'on essaie de faire, puisque c'est des adultes que nous formons essentiellement. Donc on alterne ces périodes en entreprise où ils apprennent directement les métiers, et puis des périodes plus théoriques où ils sont sur les fondamentaux un peu théoriques. Je prends dans les métiers du bâtiment, on aura beaucoup de mal à garder une section de 12, 13, 14 jeunes ou moins jeunes, 24 heures sur 24 assis derrière un bureau. Ils ont besoin de toucher les outils, d'être en situation professionnelle. Donc là par exemple, il y aura beaucoup plus d'aspects professionnels et d'aspects en entreprise que de cours théoriques. En tout cas, c'est toujours une alternance entre le théorique et le pratique. Alors, il y a une question qui revient souvent maintenant chez les demandeurs d'emploi et même chez les gens qui travaillent déjà, la mobilité. Alors, est-ce que Guadeloupe Formation, vous prenez en compte ce qu'on appelle de plus en plus les VAE, parce que vous savez que beaucoup de Guadeloupéens qui travaillent aujourd'hui, soit sans diplôme, soit avec diplôme, ou qui veulent changer de branche, ont la possibilité de faire une validation. Comment ça se passe à Guadeloupe Formation? Alors, effectivement, Guadeloupe Formation prend en charge cette VAE. Nous sommes chargés d'animer le réseau pour le compte de la région, d'animer le réseau des points de formation conseil VAE, qui doit être un petit peu restauré, puisque c'est un petit peu vieilli. Donc, la politique régionale aussi essaie de remettre à niveau ces nombreux points de formation conseil VAE. Et nous avons aussi, au sein de nos services, des spécialistes qui peuvent recevoir les collègues, des demandeurs de formation, et leur permettre de construire, de bâtir leur module de VAE pour arriver au diplôme. Il n'y a pas un seul chemin pour arriver au diplôme, à la qualification. Il y en a plusieurs. La VAE en est un qui est malheureusement peut-être pas suffisamment utilisé en Guadeloupe. Oui. Dernier point que je vais soulever, vous me direz, est-ce qu'il y a une relation ou un lionnage, on peut dire comme ça, entre Guadeloupe Formation et les écoles de la deuxième chance? Alors, quelle est la transversalité si elle existe? La transversalité, déjà, elle est très claire. C'est j'ai envie de dire, le patron. Le patron des écoles de la deuxième chance et le patron de Guadeloupe Formation, c'est le conseil régional. Donc là, c'est clair que la transversalité existe. Et puis je sais aussi, c'est inscrit dans le programme du nouveau président, M. Harry Chalus, il souhaitait bien évidemment une plus grande, même pas une plus grande transversalité, une plus grande continuité. Les écoles de la deuxième chance, elles prennent en charge des déscolarisés, des publics sans qualification, donc elles les remettent à niveau, elles les remettent un petit peu, j'ai envie de dire, les pieds à l'étrier, et puis nous on fait la suite de parcours. Donc c'est tout naturellement qu'il y a une évidence, j'ai envie de dire, à construire des passerelles encore plus fortes entre les écoles de la deuxième chance et Guadeloupe Formation. C'est dans l'air du temps en tout cas. Alors c'est la question qui nous intéresse particulièrement, nous les journalistes, puisque hier
un confrère me posait la question. L'UJMG, que tout le monde connaît maintenant, l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe, a lancé un programme de formation. Il me disait, mais putain, la quitance, on va faire partie. Alors je dis, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Guadeloupe Formation. Et je ne savais pas, au moment où il m'a posé la question, que vous seriez mon invité ce matin. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Effectivement, nous sommes engagés avec l'UJMG à construire un programme de formation. Je disais tout à l'heure, sous forme de boutade, qu'il fallait que M. Danick Zandronis progresse dans l'art de l'interview. Voilà un exemple tout bête. Les journalistes, comme tous les autres, ont besoin aussi de développement de compétences, ont besoin d'actualiser leurs compétences, en tenant compte des nouvelles technologies, en tenant compte des expériences d'ailleurs. Donc nous avons un partenariat qui a été validé par notre conseil d'administration avec l'UJMG et très prochainement sur nos écrans, je serai en mesure de présenter le programme de formation destiné aux journalistes. Vous venez de l'exclusivité de raconter ici, j'imagine. On en prend le pari, il n'y a pas de souci. Bon. Les choses sont en train de se boucler. Oui. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a écrit un petit peu le scénario de tout ça, le scénario. C'est en marche, mais nous avons beaucoup de fer au feu parce qu'en même temps, il faut les journalistes, ils sont combien en Guadeloupe, monsieur Zandronis? Oh, ils sont plus de 200 aujourd'hui à demander de la formation. Et il y a 200 journalistes en Guadeloupe? Ah ben oui, au moins une 200aine de journalistes parce que, attention, vous avez... Avec leur carte de journaliste? Mais il y en a même plus. Vous prenez par exemple un média comme Guadeloupe Première. Oui. Guadeloupe Première, il y a plus de 200 personnes qui y travaillent. Tous ne sont pas journalistes, mais entre les JRI, les journalistes de terrain, les pigistes. Et si vous voyez Fonsanti, c'est 130 salariés, pas tous journalistes. Plus ce qu'on appelle les radios associatives qui sont en manque de formation parce que vous avez ils n'aiment pas tellement le terme, les petites radios, il n'y a pas un million dit ça. Bon, les radios associatives, les RA, eh bien, le plus souvent, les gens qui sont dans ces radios ne sont pas formés. Et donc aujourd'hui, c'est une clientèle pour vous, pour nous et pour vous, parce que le métier de journaliste aujourd'hui, ça ne s'improvise pas. Il faut effectivement être formé. Il ne suffit pas d'avoir un Facebook et quoi qu'on est journaliste parce qu'on touche un Facebook. Donc, obligatoirement, il y a une trentaine, quarantaine de radios associatives. Et si on prenait même une personne en formation dans chacune de ces radios, ça ferait déjà au minimum 30 animateurs, journalistes à former. Donc, il y a du pain sur la planche. Non, mais on est convaincu. Donc, on essaie de monter le produit. Simplement, c'est dans la file d'attente parce qu'il y a aussi par ailleurs 65 000 demandeurs d'emploi. Ben oui, c'est clair. Il y a des jeunes qui sortent du système scolaire sur le niveau requis. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre les langues. Alors, je n'ai pas parlé de programme d'apprentissage des langues. À Guadeloupe Formation, on a Cigarelle, tout à fait, qui a été mise en place depuis l'année dernière, qui est en train de finaliser son programme 2017. Il s'agit là aussi de réaffirmer l'ancrage caribéen de la Guadeloupe. Et Guadeloupe Formation, il participe à travers anglais, espagnol, créole, bien évidemment. Créole, bien sûr. Bien évidemment. Oui. On n'apprend pas le français, mais on apprend le créole, d'accord? Voilà. Oui, on fait le français aussi, mais le français langue étrangère. Donc, français langue étrangère. On fait le français langue étrangère. Et donc, on veut réaffirmer l'ancrage caribéen de la Guadeloupe à travers Guadeloupe Formation. Donc, c'est vraiment... Guadeloupe Formation, c'est une espèce d'ensemblier. C'est un établissement très jeune qui se construit doucement. C'est vrai que pour rebondir sur votre propos introductif, qu'on n'est peut-être pas assez connu, mais on commence maintenant à entrer dans l'imaginaire collectif. On a un directeur aussi médiatique. Je doute fort que Guadeloupe Formation reste inconnu pendant longtemps. C'est une petite parole que je lance, mais il sait le quoi. C'est M. Dumurier, c'est quelqu'un qui s'est remonté médiatiquement et qui a toujours la bonne parole. Vous verrez ça, Madame Cancel, avec un directeur comme ça. J'ai beaucoup appris à vos côtés, monsieur. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un bon communicant et il vient de donner la preuve parce que il est 12h53. Dans les 23 minutes là, il ne nous a pas saoulés, au contraire, il a dit des choses intéressantes et je suis persuadé que les Guadeloupéens qui ont regardé sont aujourd'hui plus informés sur Guadeloupe Formation. En tout cas, on vous remercie tous les deux d'être venus. Ce n'est pas la dernière fois. Pour moi, c'est ma maison ici. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, ça s'est bien passé. Merci en tout cas d'être venu. Pas de numéro de téléphone, pas de site internet à rappeler. Si, alors vas-y, rappelle le site internet. Donc, le site internet de Guadeloupe Formation, tout simplement, guadeloupeformation.com, tout attaché. Oui. On a également un Facebook, Guadeloupe Formation, et puis un numéro de téléphone, 60 48 2 fois. Et si vous avez raté cet entretien, vous avez la possibilité de le retrouver sur le ZCL.tv. ZCL.tv. Et tous les replays des émissions sont sur le www.zcl.tv. Et on sait très bien que ZCL, c'est
L'émission la plus regardée durant la tranche midi 30-14h. Voilà, c'est dit. On continue avec Mendy dans l'info. C'est parti. Je vous le disais en titre, ça y est, les étudiants ont terminé les épreuves du baccalauréat. Enfin, ils peuvent souffler. Maintenant, place à l'annonce des résultats qui aura lieu donc au début du mois de juillet. En attendant, comment ils se sentent aujourd'hui et comment ils ont vécu donc ces épreuves. Nous sommes allés à leur rencontre avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Pour cette dernière épreuve, je comptais sur ça pour avoir mon bac normalement, mais après, j'ai pas super bien réussi. Bon, je suis pas complètement chic taillé, entre parenthèses. Désolé du langage, mais je pense que j'aurai mon bac. Après ça, je suis sûr que si je me suis raté, j'aurai mon bac au rattrapage. Donc cette dernière épreuve, je pense ne pas l'avoir ratée, c'est déjà ça. Après, pour le bac en général, j'espère être admis, puisque c'était pas facile, surtout en sciences. Mais sinon, le reste, ça a été. Cette dernière épreuve était à peu près correcte, sauf pour la première question, qui est la dernière leçon de l'année, où il y a le moins d'élèves. Le bac en général, ça pouvait aller en fait. Pour la dernière épreuve, ça s'est à peu près plutôt bien passé, même si pour les premières questions, on n'avait pas vraiment vu la chose au complet parce que c'était la dernière leçon de l'année, donc c'était d'un genre. Mais après, ça s'est bien passé pour l'étude de doc et le QCM. Donc là, je viens juste de passer l'épreuve d'SVT. C'était ma dernière épreuve, donc on va dire que ça aurait pu être pire. Franchement, beaucoup. Mais bon, je me suis débrouillé, j'ai fait mon maximum, voilà. L'SVT, ça a été. Après, pour la physique et les mathématiques aussi, c'était plus compliqué. On a eu accès à des épreuves qui étaient... Bon, voilà, hein. Mais bon, on attend les résultats. La dernière épreuve d'aujourd'hui, c'était basé sur l'SVT. L'SVT, c'est la matière où je me débrouille le mieux, heureusement. Donc, ça s'est plus ou moins bien passé. Mais les épreuves précédentes, en revanche, ça s'est plus ou moins mal passé, on va dire. En espérant, bien sûr, que je puisse quand même avoir l'obtention de mon bac. Mais il faut avouer que c'était un petit peu compliqué au début, mais après, sur la fin, ça a quand même été. En fait, le bac, je pense que c'est de l'eau, parce que c'est genre, il suffit d'avoir quoi. Après la mention, c'est pour faire joli, mais l'épreuve d'aujourd'hui SVT, ça a été assez compliqué. On est tombé sur un truc qu'on n'a pas vraiment travaillé en cours avec le prof. Et donc j'espère avoir au moins la moyenne, quoi, parce que c'est quand même coefficient 6. Les autres épreuves, il y a la physique aussi que j'ai plus ou moins raté, on va dire, mais après le reste, je pense que ça a été. Et donc je me fais pas trop de soucis, je sais que j'aurai mon bac. Et puis voilà quoi. Midi et 57 minutes, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouvera avec Francette Rosamond et sa chronique Amazon. A tout de suite. Retour sur le plateau du ZCL, deuxième partie avec toujours Radio Haute Tension qui nous informe que la deuxième édition du Tour cycliste international de la Martinique, c'est sur RHT. Bien sûr, on pourra le vivre en direct avec le trophée de la collectivité territoriale. C'est du 22 au 25 et c'est à partir de 14h ce jour, puisque vous savez que RHT n'est pas seulement en Guadeloupe, elle est aussi en Martinique, en liaisonnage avec des radios martiniquaises, avec la Guyane aussi. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que la semaine prochaine, vous aurez un point quotidien sur le Tour de Marie-Galante qui débute mardi prochain. Ce sera chaque jour en direct de RHT dans le ZCL. Voilà, c'est dit. On salue Francette Rosamond. Bonjour. Bonjour. On va la retrouver tout à l'heure pour Amazon Caraïbes avec ou sans son générique habituel. Je ne sais pas. Et pour l'instant, on revient vers Mendy. Ça, c'est sûr, elle est là.
Oui, je suis là. Et on va partir donc du côté de Grand Camp, puisque dans le cadre de la politique de développement du poumon vert de Grand Camp, eh bien, la ville et le groupe scolaire de Grand Camp, ils ont organisé une pose donc de panneaux pédagogiques qui indiquent les différentes essences présentes dans le parc Hippomène Léova. Au parc de Grand Camp, donc, ça s'est passé à 10h. Une belle opération qui a permis de renforcer le lien entre les différents utilisateurs de cet espace, qui sera donc un nouveau lieu de vie pour les enfants et les habitants de Grand Camp. Regarde ces images signées Michel Héraclide et Richie Nemoza. Alors, il s'agissait d'abord d'une volonté du député maire de la ville des Abîmes de pouvoir intégrer dans les zones urbaines les arbres fruitiers. Et pour ce faire, on s'est appuyé quand même depuis l'année dernière sur pas mal d'associations du secteur de Grand Camp qui ont travaillé et puis qui ont simplement mis à l'honneur l'envie de pouvoir mettre en place 26 arbres fruitiers. Et pour la réalisation, compte tenu qu'aujourd'hui on a mis en place le nouveau parc de Grand Camp, qui est justement adossé à l'école qui est juste derrière le parc. Aujourd'hui, il a vocation pédagogique. Donc les éléments sont là pour pouvoir justement permettre que ces enfants-là puissent se trouver dans la nature et pouvoir mettre en place des projets avec cette possibilité de surtout mettre en évidence les valeurs des fruits. Donc ils ont travaillé sur divers projets. Donc je crois qu'il y en a 3 qui ont été ce matin mis en valeur, mais c'est sur l'ensemble du parc que les enfants ont travaillé. Chaque classe a quand même mis en évidence certains projets. Et puis ça a permis de valoriser un petit peu les arbres fruitiers de la Guadeloupe et sensibiliser aussi à la nécessité de pouvoir prendre soin du parc. Parce que si on fait des réalisations pareilles, c'est pour que les familles puissent s'intégrer, les enfants, mais c'est l'ensemble même des générations de Grand Camp qui vont pouvoir en bénéficier. Donc je suis ici aujourd'hui parce que notre association, l'école de judo Ishido, intervient au niveau des nouvelles activités périscolaires à l'école Grand Camp Parc. Et également, nous enseignons le judo dans l'école le soir, le lundi, mercredi, vendredi. Et à cet effet, ils nous ont invités à participer à l'événement en tant qu'acteurs de Grand Camp. Aujourd'hui, c'est un parc qui existait préalablement dans le quartier, mais qu'on a repensé avec les habitants et sur lequel on a mis un accent à la fois sur des jeux que vous voyez derrière, qui ont un franc succès, mais aussi sur beaucoup de plantations orientées autour des arbres fruitiers. Et il y a donc eu un travail pendant 1 an avec les enfants de l'école maternelle et primaire pour qu'il y ait une approche pédagogique, une appropriation aussi du parc, qu'ils comprennent bien que cet espace-là, c'est le leur, qu'ils sont là avec leurs parents, leurs cousins, leurs frères, leurs amis pour venir s'épanouir, venir se rencontrer, échanger, se divertir, mais aussi apprendre, puisqu'ils ont fait des panneaux d'information de chacune des 20 espèces d'arbres fruitiers qui sont situés au niveau du parc, avec à chaque fois le nom, bien sûr, de l'arbre, ce qu'on peut faire comme type de jus ou produits artisanaux, les recettes culinaires qui vont avec. Donc il y a eu un travail interactif très important avec, bien évidemment, la mairie en appui, en lien, l'école, et tout cela donc dans le cadre de la rénovation urbaine des Abîmes menée par la SIG et la CEMAG. Et on poursuit avec la délégation de la Poste Caraïbe qui est donc en visite en Guadeloupe pour faire le point sur différents détails, notamment les délais de traitement, ce qui importe vachement, je pense, donc aux consommateurs. On regarde ce reportage signé Nicolas Hachi. La Poste est très engagée au niveau international dans la construction de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Et là, il s'agit de l'Union Postale de la Caraïbe. Donc la Poste a organisé cette convention en Guadeloupe et a tenu à faire visiter aux congressistes son navire amiral, qui est le centre de tri de Pôle Caraïbe. Et bien pour connaître les process et pour voir les délais de traitement qu'on a avec les îles de la Caraïbe. À améliorer, oui, effectivement, entre les îles de la Caraïbe, parce que vous savez, c'est un peu compliqué les relations inter-îles dans la Caraïbe. Moi, je ne pourrais pas faire de bilan, mais je pense que d'ici vendredi, mes collègues pourront vous donner quelques informations supplémentaires par rapport aux intérêts et puis à ce qui s'est décidé dans le cadre de cette convention. Là, nous sommes dans le centre de tri, donc la préoccupation de chacun, c'est la distribution des colis. Nous recevons énormément de petits colis chinois et donc on s'aperçoit que tous les pays de la Caraïbe en reçoivent aussi beaucoup. Donc là, c'est un échange d'expériences pour savoir comment nous nous y prenons pour la distribution et le traitement de ces petits colis chinois, puisque le e-commerce se développe et donc il y en a énormément de plus en plus. La distribution des petits colis chinois se fait naturellement comme les autres colis, mais de plus en plus ce sont les facteurs qui peuvent distribuer ces petits colis.
Alors nous avons beaucoup parlé des transports effectivement sur la Caraïbe, tout le transport de courrier dans la Caraïbe. Nous avons parlé aussi des transformations de bureaux de poste. C'est vrai que tous les autres pays de la Caraïbe ont du courrier et qu'on voit bien que le courrier est en diminution chez eux aussi. Donc ce sont des échanges de bonnes pratiques. Bien sûr, là les collègues, là ce sont des directeurs de la Poste des pays voisins. Je pense à la Barbade, aux Bahamas, il y a même la Jamaïque, il y a Sainte-Lucie, Saint-Vincent. Donc c'est vrai qu'ils sont assez enchantés par notre structure. Nous avons une très belle structure avec du matériel moderne, des machines modernes. Donc c'est vrai que pour eux qui ont des petites entités, c'est quelque chose de magnifique et ils nous envient. Projet de développement, aujourd'hui, c'est le e-commerce qui se développe. Donc, c'est surtout le paquet. Sur la lettre, on ne peut pas se développer puisqu'on sait très bien qu'il y a une diminution du volume de lettres, donc, puisque le numérique prend le dessus. Donc, nous misons beaucoup sur le colis. Nous sommes prêts au e-commerce, bien sûr. Et il faut que nous soyons prêts parce que c'est l'avenir. Yes, I've found it to be very beneficial. Our operations are a lot smaller. We are not mechanized as you are here, but we do some of the same things in Barbados on a smaller scale. And I've found that this visit to be very helpful to me. As I go home, I can look and see what changes that we can make in order to improve our postal service. Voilà, il est 13h12, non même pas 9 minutes, et nous recevons Francette Rosamond, générique, c'est parti. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Rebonjour Francette, alors le gouvernement se met en place, hier ça a un petit peu bougé, on peut dire ça comme ça. Ça a beaucoup bougé. Oui, on s'attendait à un petit remaniement, finalement ça a été un gros remaniement. Un gros remaniement et on espérait, enfin il était question que représentant de la Martinique qui soit inclus, il n'est pas dedans. Il y avait des bruits qui couraient, notamment au sujet de M. Larcher, mais bon, ça c'est pas fait. Ce sera pour la prochaine fois. Je ne sais pas, mais en tout cas, le remaniement est important. Moi, je me concentre toujours sur ceux avec lesquels il faudra travailler, qu'il faudra regarder. Par exemple, on a un nouveau monsieur chargé de la cohésion des territoires, monsieur Mézard, qui remplace effectivement monsieur Ferrand, qui est parti à l'Assemblée. Monsieur le maire, économie, ne change pas. Donc là, il y a des choses très... C'est un poste important, surtout pour nous, les Outre-mer aussi. Le ministre du Travail, la ministre du Travail, je vous disais la dernière fois, il faut bien retenir son nom, Muriel Pénicaud, parce que je pense qu'elle va tenir le haut de l'actualité à partir du 1er juillet. Autre confirmation, Madame Girardin, qui reste avec nous. Elle a eu un peu chaud pour les législatives, un petit peu mais elle reste là, voilà. Et puis notre Laura Flessel, qui arrive d'ailleurs dimanche pour son premier déplacement en Guadeloupe et en Martinique au sujet du sport. Donc, effectivement, des choses qui sont confirmés ou des nouveaux. Et puis, vous savez, la transition énergétique et écologique est importante. Et il y a une nouveauté. Donc, il y a 2 secrétaires d'État. D'habitude, il y en a un. Donc là, on sent que c'est une activité qui prendra de plus en plus de poids, cette fameuse transition. Et donc, il y a 2 secrétaires d'État. La personne de Sébastien Lecornu et Brune Poirzon. Voilà, donc plus de personnes, 28 personnes au lieu de 21, comme le précédent gouvernement, et puis plus de femmes dans des postes régaliens. Donc, moi, je trouve que voilà, donc je trouve que tout ça, ça donne une couleur. Maintenant, il faut se mettre au travail. Il y a un peu moins de politique pure et dure, mais il y a des gens qui, on ne peut pas dire qu'ils ou elles ne connaissent pas leur dossier. Donc maintenant, il faut se mettre au travail. Alors toujours absent. Ministre du Tourisme. Voilà, c'est une activité importante. Pourquoi le tourisme ne compte plus Non, je ne dirais pas que ça ne compte pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a encore de grandes velléités d'avoir une vraie stratégie touristique, parce que c'est une partie importante qui constitue le produit intérieur brut de la France, et donc chez nous aussi. Donc, pour l'instant, peut-être qu'on aura dans quelques semaines un monsieur tourisme dans les ministères. Voilà. Ou un secrétaire d'État, peut-être. Oui, un secrétaire d'État.
d'État ou bien quelque chose, un chargé de mission, de manière. La France est l'une des nations les plus visitées, vous le savez. Oui, du point de vue touristique. Hein. Mais c'est pour ça que moi j'ai l'impression que quand même il y a une concentration sur les vrais sujets, donc la transformation de l'économie, la transformation de tout ce qui concerne le travail, l'écologie, etc. Et puis sur des secteurs qui sont considérés plus ils sont déjà un peu sur les rails, donc on les range. C'était pas nécessaire de créer directement un ministère ou un secrétariat d'État. Mais bon. Alors je voudrais quand même faire un petit peu de retour à case départ et parler pas case départ, en arrière. Oui, en arrière, pas à case départ, en arrière. On retourne et tout en arrière. Alors parler un peu des élections législatives en Martinique. On n'en a pas beaucoup parlé ici. On en a rapidement dit que M. Letchimy avait pu sauver son poste. Et que pour la première fois, je vous laisse annoncer. Absolument. Pour la première fois, la Martinique entre enfin met un pied dans la parité, vu que nous avons notre première députée femme. C'est incroyable ça. Pourquoi les Martiniquais sont si machistes ou c'est parce que les femmes ne nous aiment pas se présenter ici? Non, je ne dirais pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont de très grande qualité juste dans les partis ou juste derrière. Elle a été déjà présidente du Conseil. Elle a été la première femme présidente d'une assemblée importante. Donc il y a des femmes, mais dans les partis historiques, c'est dur de laisser la place pour certains. D'ailleurs, on a assisté en quelque sorte à Alors tout d'abord, pas de vague Macron, comme j'ai pu l'écrire. Elle s'est arrêtée aux Açores, donc elle n'est pas arrivée aux Antilles. Jusqu'à la Martinique, en tout cas. Si, elle a quand même atteint la Guadeloupe et un peu la Guyane. Malement, hein? Ouais, non, mais là, il y a plus de gens qui se réclament de la République en marche que de la droite. Voilà. Mais nous, aucun n'est passé. C'est des divers gauches quand même en majorité. Et donc, premièrement, donc pas de vague Macron. Deuxièmement, première femme. Et troisièmement, les historiques passent avec un difficulté. Il n'y a pas eu de gros renouvellement en fait. Non. Azero est resté. Déjà, celui qui a été le mieux élu, c'est M. Nilor, donc là, il n'y avait pas photo. M. Azero a quand même dû batailler contre M. Pamphile, notre maire du Lorrain. Ça pose quand même des questions, vu que là, quand on est maire et si on est député, il faut laisser un poste. Donc, il va choisir. Pourquoi des maires continuent à briguer, vu que ce qui veut dire qu'à terme, il y a une décision qui est attendue. Absolument. Et puis sur la Fort-de-France, donc M. Letchimy, qui effectivement remporte la mise très largement, mais très largement devant le Panima. C'est dans un contexte d'abstention incroyable. 13% de... Deux, c'est dans une circonscription qui a été bâtie sur mesure. N'oublions pas que M. Sarkozy lui a fait un cadeau. Cette grâce, on dira. Et puis troisièmement, face à lui, il y avait des gens qu'on ne voulait plus voir. Quand vous voyez que Miguel Laventure fait 700 voix au premier tour. C'est vraiment incroyable ça, Miguel Laventure qui a été pendant longtemps le porte-étendard de la droite. Non, mais c'est le dégagisme local. Ils n'ont pas bien compris. Donc là, il faut espérer qu'ils ont compris la leçon. Pareil, le premier tour, Monsieur Carole se retrouve avec 1000 voix. Comment expliquer ça? Alors que c'est la CTM qui est au pouvoir, alors que Carole... Oui, mais ce sont des gens qui sont trop anciens. Même Carole, mais Carole n'est pas si vieux que ça. Il se présente là depuis un certain nombre d'années. À la mairie, en plus, il y a un problème réel de leadership. On l'a bien vu, s'il y a eu autant de candidats sur l'ensemble de la circonscription, c'est que parce que partout, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le parc était bas. Il y avait des possibilités de remporter la mise. Donc maintenant, on a 4 nouveaux députés. Bon, dont 3 anciens. Oui. Donc on peut dire qu'ils connaissent un peu la maison. Donc il faut espérer que les pratiques évoluent. Et ça me permet de rebondir tout de suite sur un des sujets. Non, mais juste une dernière question quand même, je voulais vous poser. Est-ce que le fait qu'il y ait eu 3 nouveaux députés anciens, c'est une défaite pour M. Marie-Jeanne? Comment analyser ce fait? J'ai pas envie de rentrer dans ce genre de commentaires et puis qui coupe le cheveu en 25. Moi, je pense que là, en Martinique, nous sommes face à
c'est des votes par défaut, quoi. On n'a pas de renouvellement encore véritable. Oui. Il y a des gens qui se positionnent, mais ils sont encore trop peu. Enfin, le leadership, les nouveaux, vu qu'on a vu, sur chacune des circonscriptions, il y a des gens, qui tentent d'y aller. Maintenant, je crois que parce qu'il s'est investi quand même, oui, mais il s'est investi en 2 temps. Donc, c'était pas il a d'abord dit je ne m'en occupe pas. Après, il y a eu un communiqué, et après, il y a eu un autre communiqué. Donc, moi, je pense que vraiment, là, on est devant. Enfin, en tout cas, les partis devraient se questionner sur, sur cette abstention qui est quand même massive, sur des gens qui en Martinique, on a l'impression qu'il y a un désintérêt pour... un manque de confiance réelle. Oui. Donc ces gens retournent à la députation et je crois qu'ils devraient profiter pour changer des manières de faire et d'agir. Parce que là... la prochaine fois, ça va être redoutable, quoi. J'ai comme l'impression. Alors, parlons de ce groupe ultramarin qui ne semble pas avoir... j'ai le sentiment, en tout cas, il ne semble pas avoir les honneurs de M. Macron. Enfin, il ne pousse pas trop là-dessus. Mais en tout cas, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, il y a une fenêtre de tir. Oui. Ce groupe... C'est pas simplement pour faire joli, pour avoir des moyens, parce que tout ça c'est exact, pour pouvoir parler, etc. Mais c'est aussi pour peser et faire de manière à ce que dans les textes qui sont votés et qu'il y ait une plus grande attention à tout ce qui est étendu soit qui est oublié dans les textes, ils ne sont pas étendus aux Outre-mer, ou soit qui sont étendus et puis qu'on voit que ça crée des problèmes. Et jusqu'à présent, les Outre-mer sont regardés comme une excroissance. Comme quelque chose qui, où on se dit tiens c'est pareil, mais on se rend compte que on est à des degrés divers de développement. Donc il faut arriver à ce qu'on monte dans le grand cerveau de tous ces gens qui passent les lois, que nous-mêmes nous soyons en capacité de créer des alliances de travail. Parce que, quand par exemple, là tout à l'heure, je parlerai d'un texte qui vient de passer, qui est passé hier au Conseil des ministres, hier, et qui est étendu à l'outre-mer. S'il n'y a pas cette phrase extension à l'outre-mer, c'est une ordonnance qui vient de passer qui concerne les produits financiers, on n'est pas dedans et puis on peut voir des pratiques qui ne sont pas très encourageantes se faire chez nous. Et créer, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut comprendre que c'est par les textes de loi qu'on crée les inégalités. Oui. Et s'il y a cette loi sur l'égalité réelle, c'est bien parce qu'on se rend compte qu'il faut à un moment regarder les processus et se dire qu'est-ce qu'on fait ? La loi sur l'égalité réelle fait un constat, mais comment on va plus loin dans le constat ? Et comment aller plus loin dans le constat ? C'est notamment créer ce fameux groupe. Alors s'il ne se crée pas, il y a quand même la nécessité... Vous pensez qu'il va se créer ? En tout cas... Parce que c'est pas la première fois que j'entends c'est une chose d'Arlequin, de montre du Loch Ness ou moi, je trouve que là, il y a plusieurs faisceaux qui militent pour le rendre réel. D'une part, il y a l'affaiblissement des partis historiques, ce qui veut dire qu'ils ont besoin d'alliés. Et les députés ultramarins... Vous avez vu que certains ont rejoint le groupe du Parti communiste français. Voilà. Et qui a permis à ce parti d'avoir... Exactement, de constituer des forces. Oui. Deuxièmement, on a un président qui a dit tout au long de sa campagne, et même au début, qu'il faut que tout ne peut pas venir de la centralité. Il faut que des choses plus fortes émanent des régions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des assises outre-mer d'ici la fin de l'année. Donc, chiche. Et troisièmement, attendez, il y a... Quand on voit par exemple, M. Bayrou, qui vient n'est plus ministre parce que de la moralisation, etc., on peut dire que c'est tout à fait moral qu'il n'y ait plus la création d'inégalités dans l'outre-mer à cause de la loi. Moi, je pense qu'il y a des arguments, et puis ce moment de complète créativité. Regardez ce qui est sorti pour le gouvernement. Il y a des postes qui n'existaient pas, de ministres à côté de ministres. Là, on a des ministres à côté de ministres. Donc, il y a de la créativité. Il manque quand même, et il manque un ministre. Voilà, il y a de la créativité à tous les étages. Et je pense que si nos parlementaires font bloc et
puis surtout après se mettre au boulot, quoi. Oui. Eh ben, il peut y avoir des éléments. Ben, espérons que ce groupe ultramarin ne soit pas une arlésienne et non pas un arlequin, comme je disais. Alors, l'ordonnance qui Voilà, donc c'est un peu l'illustration de tout ce que nous venons de dire. Hier est sorti, hier est sortie une ordonnance qui confirme la séparation des sociétés de gestion financière de portefeuille client des sociétés d'investissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la crise des subprimes, il y avait un petit mélange dans tout ça. Et puis, qu'est-ce qui a fait? C'est les États qui ont dû financer les banques pour les aider à ce qu'elles ne se retrouvent pas, elles ne sombrent pas. Eh ben, cette ordonnance vient confirmer qu'il y a bien une séparation donc, de ces deux systèmes. Et cette ordonnance est étendue outre-mer. Parce que ça veut dire que, en admettant qu'on aurait passé ça en ne mettant pas cette petite phrase étendue outre-mer, il y a des banques qui ont soit des filiales ou qui ne sont pas qui ont des sociétés différentes par rapport à ce qui se passe sur le continent. Et puis on aurait pu voir des mélanges des gens qui auraient mis en risque ce qui se passe dans nos sociétés, sur nos territoires, nos places financières locales. Donc ça montre bien qu'il y a des mutations qui se font très loin de chez nous et que si on n'est pas attentif, eh ben ça vient contrecarrer nos activités. Donc, vaut mieux qu'il y ait un groupe et vaut mieux que, quoi qu'il en soit, que nous soyons extrêmement vigilants sur ce qui sera voté dans les prochains mois, parce que je vous redis, il y aura beaucoup de créativité. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Merci donc à Français, on va retrouver la semaine prochaine. Et là, on revient sur l'actualité avant de recevoir notre deuxième invité qui sera la marraine du festival de graffiti. Je vois que Martine est déjà là, donc nous comptons mon neuf. Oui, on va du côté de la ville de Gourbert, je vous le disais, qui a entamé donc des travaux pour l'embellissement de son littoral. Lundi, c'était le début des travaux de réhabilitation de l'ancienne poudrière de Welmont en partenariat avec le RSMA. Et puis, il y a 2 jours, plusieurs actions ont été menées, notamment l'embellissement donc de Rivière-Sens dans le cadre donc de la Journée mondiale de l'environnement, et cela en partenariat avec l'Association internationale des Lions Club. Et puis également, il y a eu l'installation, j'en parlais justement hier, du CLSPD. Voilà, on fait le point avec ce reportage signé Charlie Dagonia. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, le club Lions a entrepris de planter des arbres. Nous nous sommes adressés à monsieur le maire de la ville de Gourbert et c'est tout naturellement, sans hésitation, qu'il nous a permis d'avoir cette manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, le progrès économique et social est désormais indissociable de la protection de l'environnement pour servir un développement durable et innovant. Et face au réchauffement climatique qui s'aggrave jour après jour, nous devons tous et toutes nous engager à travers nos comportements en particulier. Nous avons demandé effectivement à ce que les enfants puissent participer à cette manifestation, car c'est le devenir de la ville de Gourbert et il y aura plus, je pense qu'il y aura plus d'impact pour qu'ils puissent prendre effectivement soin des arbres, de venir en promenade, puisque ce sera un lieu de promenade, de venir en promenade avec leurs parents et de s'occuper de leurs arbres. Donc en participant à cette manifestation, ils se rendent responsables de l'embellissement de ce lieu. Il y a plusieurs types de palmiers et qu'il y a des palmiers où il y a des boules et que c'est du poison. On a aussi appris qu'il y a des palmiers souvent qu'on appelle palmiers de Noël et souvent le petit palmier soleil. Ça va être, parfois on va venir avec nos parents, on va les entretenir. Ça va faire vivre la nature, plusieurs palmiers, parce que c'est grâce aux arbres qu'on respire. S'il n'y a pas d'arbres, on ne peut pas respirer les plantes. Donc on a décidé de venir au village des pêcheurs avec la municipalité, l'école du Joseph et la SCH avec plein d'autres gens pour qu'on puisse... Le Lions Club. Le Lions Club pour qu'on puisse planter cet arbre, pour la faire grandir. Mais je pense aussi qu'il y a des mâles et il y a des femelles. Prenez vie à votre environnement, soignez-la parce que sans elle, nous ne serons pas sur la terre.
Nous sommes ici sur le littoral de Goubert et où nous constatons que c'est un paysage extraordinaire. Il y a lieu que chacun d'entre nous prenne en compte cette problématique afin que demain notre futur soit assuré. Vous savez, en termes d'environnement, la commune de Goubert, comme vous voyez sur les sites de Goubert, où avec la mer, avec la montagne, nous militons beaucoup pour le développement durable, la biodiversité. Je pense que cette manifestation est initiée aujourd'hui, cadre bien avec tout ce que nous prévoyons pour notre environnement. Voilà, il est 13h28 et on va parler Festival du graffiti puisque du 28 juin, c'est-à-dire dans quelques jours, mardi, au 9 juillet, aura lieu donc la 7e édition du Festival international de graffiti et du street art en Guadeloupe pour baptiser les arts de la rue. On reçoit donc Drica Chagas. Bandia, comme on dit en portugais, bonjour. Bonjour, merci. Et donc, vous êtes une graphe. Alors, vous avez un traducteur qui va nous traduire un petit peu. C'est la première fois que vous venez en Guadeloupe, j'imagine? Oui, c'est la première fois. La première fois. Alors, quel va être votre... qu'est-ce que vous allez nous faire pendant ces jours, ce festival? Então, eu vou pintar algumas paredes, né, aqui em Ponta Pitre. On va peindre plusieurs murs à Pointe-à-Pitre. E para participar de uma exposição que começa dia 28. Et participer à une exposition qui va commencer le 28 juin. D'accord. Donc qui sera à Pointe-à-Pitre aussi. Alors comment se porte le graphe au Brésil? Então, o Brasil é um país que é muito grande e tem muita diversidade cultural, né? Donc le Brésil est un grand pays où il y a une diversité culturelle très grande. E em São Paulo, Rio de Janeiro é onde tem a maior concentração de grafite. Lá também tem bastante passeios turísticos em São Paulo para você conhecer os artistas de street art. Donc à São Paulo, São Paulo tem muito trabalho, muitos artistas. Il y a beaucoup d'artistes qui sont basés sur São Paulo et avec beaucoup d'artistes. Sim, que você pode ir e fazer tour pela cidade para conhecer os grafites. Et il y a un tour qui se fait donc dans la ville de São Paulo pour voir un petit peu tout ce qui se fait au niveau du graffiti. Alors, comment on devient graphiste sur les murs? Comment ça commence? Como empieza para pintar a parede? Depende muito do formato da parede, né, do tamanho, mas... Como você começa? Como eu comecei? Sim. Eu comecei quando eu tinha 15 anos. Né? Comecei quando eu tinha 15 anos. 15 anos e meu pai, ele pintava. Son père peignait déjà. E então essa influência artística ela já veio da família. E eu fiz a faculdade também, a Universidade de Artes Donc, no son Brasil. père l'a beaucoup influencé dans son travail et ensuite elle a fait une faculté d'art. Alors, l'ennui avec le graphe sur le mur, c'est qu'on ne peut pas l'acheter. Você pode comprar grafite na parede. Sim, não se pode comprar o grafite, mas você pode comprar uma tela do artista que fez. Maintenant, on retrouve les mêmes artistes aussi bien sur les murs que sur des toiles. Que sur les toiles. Parce que les Alors, artistes font des toiles maintenant depuis quelques années maintenant. Oui. Elle fait de la peinture sur toile aussi? Elle fait sur toile aussi. Oui. Parce que meu trabalho ele tem várias vertentes, né? Tem um trabalho que é feito no muro, na rua, né? Que é o trabalho de street art. E tem meu trabalho mais artístico que é sobre a madeira. Donc elle fait un travail, le travail de street art est purement sur mur. Puis ensuite, elle fait un travail plus artistique et peut-être plus abouti sur les toiles, où elle a plus de temps pour travailler. Donc elle travaille sur bois, sur toile. Est-ce qu'elle connaît un graphe qui s'appelle Becchia? Vous connaissez un graphe qui s'appelle Becchia? Becchia, non. Non, aux États-Unis. Dos Estados Unidos, non. Non, vous ne connaissez pas. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez laissé comme trace à votre départ? O que vai fazer aqui? O que vai ficar aqui depois que você vai? Que vai ser pintado? Sim. Então, eu trabalho muito com personagens, né? Então, são personagens que vêm de um universo surreal e onírico. Okay.
Elle travaille, donc ce qu'on va trouver ici, ce qui restera ici, ce sera des personnages. Elle travaille beaucoup sur les personnages. Elle ne fait pas du tout de lettres. Ce sera beaucoup de personnages, donc de l'univers surréaliste et onirique. Le monde des rêves. Quelle dimension prendront les travaux qu'elle veut faire sur les murs, à peu près? Eu acredito que aqui, como são vários trabalhos que vão ser feitos, então vai ter tamanho bem diferenciado. Então vai ter muro de 5 metros de altura, vai ter paredes que vont ser 10 metros. Donc vu qu'on va travailler sur différents murs, il y aura différentes tailles de murs. D'accord. Il y aura des travaux sur des murs de 5 mètres. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez déjà fait de la bande dessinée? Si vous avez déjà fait ça... Cartoon. Quadrinho? Não, porque não é minha especialidade, né? Porque quadrinho ele vem de uma outra área, mas eu adoro muito quadrinho, eu tenho muita influência, inclusive, em quadrinhos. Donc elle aime beaucoup la bande dessinée, elle n'a jamais fait de bande dessinée purement, mais elle s'inspire de ce qu'elle voit dans les bandes dessinées parce qu'elle aime beaucoup les bandes dessinées. Parce que sinon on l'aurait invité au festival de la bande dessinée, parce qu'il y a un festival ici bientôt, en novembre. Ah, ok. Ok, obrigado, merci. Ok, en tout cas, merci beaucoup. D'être venu. Alors je rappelle donc que c'est du 26 au 9 juillet et que le vernissage de l'Expo Graffitard aura lieu le 28 juin au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre avec donc Drika Chagas. Merci encore, obrigado d'être venu vers nous. Il est exactement 13h33 minutes. Oui, vous avez un dernier sujet? Oui, ben allez-y. Pour fêter donc la fin de l'année scolaire, eh bien, la ville de Saint-François a organisé une grande fête donc des nouvelles activités périscolaires. On fait donc un retour en image tout de suite sur cette manifestation qui a sûrement plu les grands et les tout petits. Un reportage signé Michel Héraclide et Richie Nemoza. Je suis responsable des animations péri-extrascolaires pour la ville de Saint-François, donc je suis la coordonnatrice. Donc je mets en place les nappes au niveau de chaque école à Saint-François. Et donc cet après-midi, justement, pour la clôture de l'année, on fait une fête des nappes, c'est-à-dire comme on a des intervenants durant toute l'année qui circulent dans les écoles, donc les enfants sont rassemblés pour pouvoir montrer aux parents ce qu'ils ont pu apprendre, découvrir, que ce soit avec les intervenants et les animateurs. Et pour clôturer, ils auront droit à un goûter. Et ensuite, ils repartiront du côté de leur école pour rejoindre leurs parents. Toute mon équipe de vous recevoir à Saint-François pour présenter toutes nos activités, tous nos ateliers, tout ce que nous avons préparé pendant l'année scolaire. Tous les jeudis, ça bouge, ça danse, on fait un peu de tout, beaucoup de travaux manuels. Nous sommes des équipes assez soudées et nous travaillons main dans la main pour donner quelque chose de bien. On occupe bien nos enfants de Saint-François en primaire. Donc tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ça va être le bienfait du jeudi après-midi, tout ce que nous faisons le jeudi après-midi avec les jeunes de Saint-François. Aujourd'hui, c'est la fête des nappes, donc avec toute l'équipe, nous avons énormément travaillé dessus, sur ce projet. Moi je trouve que c'est une bonne initiative pour permettre aux enfants de s'épanouir, de découvrir des activités qu'ils ne peuvent pas forcément faire ou qu'un parent ne puisse pas payer non plus. Donc les enfants sont très enrichis au niveau de ces activités. Donc nous-mêmes aussi, ça me permet de découvrir des activités auxquelles je ne peux pas participer non plus, par exemple au foot, rugby, peinture, musique. Et donc moi je trouve que c'est très bénéfique. Je remercie aujourd'hui l'équipe d'animation, la ville de Saint-François, les parents surtout qui participent aussi parce que grâce à eux, ça nous booste aussi pour faire les nappes. Avoir l'encouragement des parents, c'est très encourageant. Encore une vingtaine de minutes avec nous puisqu'on va marquer la deuxième page de publicité et on recevra en dernière partie un écrivain, Michel Marc Abol, resté à notre écoute et également sur RHT Guadeloupe. A tout de suite. Juste
juste deux petits mots à 13h41 pour compléter ce qu'on a dit sur le festival du graffiti. Alors, le 29 juin, il y aura un street art dans les communes avec le Parc national de la Guadeloupe, le Bica Parole, performance, atelier, slam, etc. Et la grande date, ce sera bien sûr le 9 juillet, le concours de graffiti, place de la Victoire, donc vers 19h, finissage de l'expo Graffiti Aon. Voilà, on va quitter le graffiti. Je vous rappelle donc les arts de la rue. Les arts de rue, c'est du 28 au 9 juillet. Sinon, on va parler littérature. Et comme chaque semaine, on reçoit un écrivain. Cette fois-ci, c'est Michel Maokabol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce roman que vous ne connaissez pas encore certains, mais qu'il va falloir découvrir. Un roman très dense, La cage aux papillons. Alors, quand on voit l'image de couverture, vraiment, tout est dit dans cette image. Hein. Tout est dit. Les papillons autour, mais on voit une mère qui a l'air un petit peu inquiète, un fils qui a l'œil ouvert et qui, on ne sait pas sur quoi exactement. Comment vous avez conçu cet ouvrage? Eh bien, en fait, c'est vrai, comme vous l'avez dit, l'histoire résume tout. C'est-à-dire que ça raconte des retrouvailles un petit peu difficiles entre une mère qui élève, une mère veuve qui élève seule son fils autiste, et il y a le grand-fils qui revient de prison. Et comme entre-temps le père est décédé, donc elle se retrouve toute seule à élever son enfant. Donc je m'inspire un petit peu de la société. Pas au cours d'une mère, et des mères comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. On se retrouve de plus en plus avec. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à un autre. C'est-à-dire qu'on est passé de la période où il y avait l'éducation était vraiment importante. Et la famille était vraiment un cocon uni. Et là maintenant, on doit faire face à beaucoup de choses. À la délinquance, comme on le voit, il y a beaucoup de femmes qui élèvent seules, qui se retrouvent seules à élever un enfant. Et surtout quand l'enfant est autiste, c'est d'autant plus difficile. Donc l'absence du père peut être diverse. Dans ce cas, c'est un veuvage. Donc le père est décédé. C'est une histoire que vous avez imaginée ou vous êtes basé sur des faits réels? C'est une fiction. C'est une fiction. Mais ça ressemble tellement à la réalité. En lisant ça, on a l'impression que ce sont des gens qu'on connaît ou qu'on a vu des cas similaires. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est une réalité. On fait face à une jeunesse qui se cherche, une jeunesse qui ne sait pas encore ce qu'elle veut. Et c'est un livre qui parle vraiment de oh là là, je cherche mes mots. C'est un livre qui parle du cocon familial, de tout ce qui constitue une famille. Et en fait, que sa famille peut, à un moment donné, un élément extérieur, enfin qui n'est pas vraiment extérieur, le fils qui revient, peut faire tout basculer finalement. C'est exact. En fait, je me suis basé sur, comme je suis chrétien catholique et je suis animateur de chant à l'église de Saint-Luc de Benwich, et je salue d'ailleurs tout le monde. Et il y a un évangile qui m'intrigue beaucoup, c'est celui du fils prodigue. Vous savez, le fils qui revient, le retour, et qui accueille à bras ouverts. C'est ça, j'ai senti l'influence quand même dans votre roman. Exactement. Mais dans la réalité, il y a des choses qui font que l'enfant n'est pas toujours accueilli. En fait, je me pose la question, est-ce qu'il est aussi accueilli à bras ouverts? On entend beaucoup de faits divers de jeunes qui font des braquages, ils vont très vite en prison, très jeunes. Et puis, je me pose la question, c'est comment est-ce que la mère vit ça? Donc, c'est vrai qu'elle doit affronter le regard de tout le monde tous les jours. On sait qu'un tel a un fils en prison. On sait que c'est la deuxième fois qu'il va en prison. Mais il y a cette réalité qui est très dure et voilà. Il y a un petit passage sur lequel je reviens. Alors, Daryl est parti chercher la fameuse clé à molette dans le garage. Il l'a trouvée sans peine sur une table de réfectoire, mais alors qu'il allait s'en emparer, Ramon le pousse violemment. On voit la scène. Ça, c'est à moi, tu m'entends. C'est la dernière fois que tu poses tes sales pattes sous mes affaires. Désolé. Il dit, je n'ai rien à foutre de tes excuses, petite racaille. Très bien. La discrimination, toujours. La discrimination. On le voit dans un ouvrage, d'ailleurs, des éditions Nestor, de Sylvia Bigora, qui s'appelle Meurtre sur le pont Guéda. Sur le pont Guéda, oui, tout à fait. Voilà, Sylvia Bigora, exactement. C'est vrai que maintenant... C'est un gang, là. C'est un petit gang à Capestelle. Alors, la discrimination, elle est présente parce que les jeunes donnent souvent l'apparence qui peut être parfois faussée. C'est vrai, mais on voit qu'il y a les locks, on voit qu'il y a le pantalon qui descend, il y a le piercing partout. Et puis là, on assiste à ce qu'on appelle
Il y a la stigmatisation. C'est vrai. Puisque la réputation, c'est quelque chose qui vous poursuit partout. Peu importe ce que vous faisiez. Mais là, dans ce cas, dans cet exemple, on est dans le cas de la réinsertion. Le jeune, il est dans une démarche de réinsertion. Et là, il arrive dans l'entreprise. Il a déjà sa réputation qui le poursuit. Qui le précède. Et il se fait bisuter. Parce qu'en fait, il cherche cette fameuse clé à molette. On lui dit, elle est là. Elle est là sur la table du réfectoire. Et quand il y va, il se fait agresser par tout le monde. Esprit un petit peu pour le mettre à l'épreuve. Mais ça, c'est la vie aussi. La dernière partie du roman est un petit peu plus positive quand même par rapport au début. Alors, vous avez voulu montrer, passer de l'ombre à la lumière, en fait, si je comprends bien votre parcours. C'est exactement ça. Quand vous regardez ça, quand vous regardez cette couverture, c'est exactement ça. On a une cage, on a le coucher de soleil au fond, et puis on plonge progressivement dans la nuit, c'est-à-dire on parcourt ce livre, et à la fin, on se réveille avec le soleil qui se lève. Il n'y a plus personne, il n'y a plus que les papillons. Donc les papillons, en fait, ça représente, ça pourrait être... l'idée en fait, puisque ce garçon plongé dans l'autisme, il ne s'est dessiné que ça, des papillons. Absolument, et il fait des dessins et tous les murs de la maison en sont recouverts. Est-ce ça la cage de papillon? Est-ce que ça aurait une autre symbolique? Il faut lire pour savoir. Mais le papillon a cette image très réaliste de la liberté. Tout à fait. Et aussi, j'aime aussi cette idée de métamorphose entre la chenille qui devient chrysaline et devient papillon. Et pour moi, ça, et puis après qui s'envole, ça représente naître, mourir pour renaître. Ça représente l'accomplissement de soi. C'est le cycle de la vie. Mais en fait, on doit pouvoir, à un moment de sa vie, s'accomplir. Et ça parle de tout cela. En tout cas, c'est un roman qu'il faut lire. Il y a une signature qui est prévue? En fait, oui. Alors, c'est samedi 24 de 16h30. Oui, après-demain. De 16h30 à 16h, ce sera à Librairie Antillaise, Media Store à Destreland. Donc, et ça a été écrit de manière à ce qu'une fois que vous êtes plongé dedans, on peut pas voilà. Absolument. Je sais que c'est difficile aujourd'hui. Il n'y a pas de, on lit de moins en moins, même mais si les gens lisent quand même. On lit malgré soi les petits messages WhatsApp. Justement, c'est pour dire aux gens qu'il faut continuer la lecture et que c'est un livre à lire et qui répond réellement à la réalité aujourd'hui. C'est vraiment un livre, j'ai envie de dire, c'est un livre moderne parce que très moderne, très actuel. Les sujets abordés sont des sujets qui sont vraiment d'actualité. Exactement. Et je disais même à quelqu'un, on devrait, un livre comme ça, on devrait vers les élèves qui sont en 4e, 3e, commencer à faire lire pour qu'ils voient un petit peu comment est le cycle d'un jeune aujourd'hui et le problème de la réinsertion qui se pose. Alors hier, on recevait ici une psychomotricienne qui parlait de l'autisme, puisque vous savez, il y a 3 jeunes autistes qui ont été permis de piéton. Et je retrouve ça dans l'autisme encore dans ce bouquin. Et vous savez, j'ai appris qu'il y a près de 3000 enfants autistes en Guadeloupe. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'il y a des associations qui les aident. Absolument. J'ai appris qu'il y a l'association J'existe à Baïf. Et ce qui a été le déclic pour moi pour choisir justement ce thème très difficile, c'est que l'an dernier, lors d'une conférence, nous avons reçu à la paroisse Saint-Luc Hélène Pelage, qui travaille à une association pour les autistes à Marie-Galante. Ah oui. Et puis, c'est elle a expliqué de par son travail avec les autistes. Et surtout, elle fait un travail très important, c'est celui de la déculpabilisation auprès des parents. Parce que, par exemple, dans ce cas, avec une mère qui a un fils autiste et un autre qui sort de prison, on a tous tendance à croire que c'est sa faute. C'est surtout ça. On a tendance à croire que c'est sa faute et ce travail est très important. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'autistes qu'on écoute parce que c'est vrai que c'est une maladie complexe. Pardon, c'est un handicap complexe, ce n'est pas du tout une maladie. La psychomotricienne disait ça. Il y a beaucoup d'autistes célèbres qu'on écoute sans savoir qu'ils sont autistes. Par exemple, on a Mozart, on a l'acteur Keanu Reeves qui a fait Matrix. Je me disais bien aussi que... quelquefois. Il y a aussi Michael Jackson, j'ai appris. Il a été aussi autiste? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai découvert. Donc, ce sont des personnes qui peut être surmonté. Voilà. En qui tout ont cas, des capacités je donne rendez-vous aux lecteurs qui n'ont pas encore cet ouvrage. Rendez-vous donc samedi à la Media Store à partir de... Merci. À partir de 13h30. De 13h30. Je vous remercie beaucoup. Ouvrage en préparation? Ah
quelques surprises. Je remercie beaucoup les éditions Nestor qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de pouvoir réaliser mon projet. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Ah ben, merci en tout cas. Et vous de m'avoir accueilli. C'est tout à fait normal. Merci Michel Marc Abol pour ce roman La Cage aux Papillons, je rappelle. La Cage aux Papillons. Page aux Papillons aux éditions Nestor. Et je rappelle que le Tour Cycliste Junior de la Martinique, c'est à partir du 22, c'est-à-dire cet après-midi à partir de 14h sur RHT. Et je vous l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, on sera en direct du Tour de Marie-Galante, puisque c'est l'époque des tours. Après, Tour de Martinique, Tour de Guyane, etc. Et bien sûr, Tour de la Guadeloupe. Nous aurons l'occasion de parler cyclisme pendant les jours qui viennent. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être avec nous depuis 12h30. Il va être 14h, encore dans 9 minutes. Et puis, voilà, c'est fait. On se quitte. On se retrouve demain avec de nouveaux invités. Voilà. Bon appétit si vous êtes encore à table, ce qui m'étonnerait. Nous, on va y passer. Et merci à la réalisation, aux fautes de Sabine.